Bonjour à tous, bienvenue pour notre nouveau webinaire, lepetitjournal.com, sur le thème aujourd'hui de la succession et de la fiscalité, en compagnie de nos experts de l'étude Chevreux-Lyon, l'étude notariale, Alexandra Rosenthal et Clément Roudet, qui seront avec nous pendant un petit peu plus d'une heure pour répondre à toutes vos questions. Donc, on vous attend très nombreux. Vous êtes déjà très nombreux, pratiquement une centaine, déjà nous avoir rejoints et encore plus qui vont être parmi nous pendant un petit peu plus d'une heure. Alors pour certains en Asie, c'est déjà le soir. Pour d'autres sur le continent américain, c'est le matin. Faites-nous un petit signe, dites-nous un petit peu où vous êtes, quel temps il fait, si tout va bien. On espère que que vous êtes en pleine forme et surtout que vous aurez le temps et la possibilité de poser toutes vos questions. Donc faites-nous signe via le petit question-réponse du webinar. On va essayer de répondre à tout le monde. Voilà, on a Françoise de Melbourne. Il doit déjà être assez tard le soir. Donc, bienvenue Françoise, bienvenue Hugues. Ravi de vous accueillir avec les équipes du petitjournal.com et de l'étude Chevreux à Lyon pour ce webinaire thématique. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de questions qui sont qui vont être posées aujourd'hui. Beaucoup de voilà, on a Joël du Sénégal qui nous fait un petit coucou. Anne-Marie de Madrid. Voilà, il y a beaucoup de points qui sont très importants parce qu'ils concernent vraiment la vie quotidienne, la vie de chacun, que ce soit évidemment les questions matrimoniales, les questions liées à des successions, au patrimoine, à la fiscalité. Et Alexandra et Clément, nos experts, sont vraiment là évidemment pour répondre à vos questions, répondre au plus grand nombre. Évidemment, ils sont là à votre disposition, ils le seront après. Je vous rappelle que ce webinaire pourra être également revisionné en replay si vous souhaitez le revoir. Vous recevrez juste à la fin du webinaire un email avec le lien vers le replay. Il y aura également un article dès demain dans le petitjournal.com, un petit article de compte rendu, mais qui présentera également la vidéo du replay. Donc, vous pourrez la revoir là ou la faire connaître également à certains de vos contacts, de vos connaissances qui pourraient être intéressés par ce sujet, puisque les expatriés ont de vraies problématiques liées à ces questions de fiscalité, de succession. Et on a vraiment, on est nombreux à avoir beaucoup de questions sur ce sujet. Donc voilà, on a Agathe de Varsovie, Clara de Bordeaux, Fabienne en Bretagne. Donc, écoutez, bienvenue à tous. Je vais passer la parole à Alexandra qui va se présenter. Je crois que Clément a un petit souci de connexion, donc je pense qu'on va le retrouver dans un petit moment, très rapidement, j'imagine. Donc, Alexandra, bonjour, bienvenue, ravi de vous avoir avec nous. Est-ce que je vais vous laisser vous présenter et puis peut-être nous dire 2-3 mots également sur l'étude Chevreux. Oui, bonjour à tous. Alors, pour présenter rapidement l'étude Chevreux, c'est une étude donc de notaire qui rayonne un petit peu partout en France puisqu'on a plusieurs études dans de grandes métropoles et tout ça est en développement. Donc, on accueille au fur et à mesure de nouvelles études. Actuellement, nous sommes à Paris, Lyon, Lille, Reims, Bordeaux. Et puis voilà, c'est amené à se développer. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on est très très ouvert sur l'international, avec un réseau de partenaires dans plusieurs pays et même des antennes. Alors pour le moment, au Canada, en Italie. Et voilà, ça sera amené à se développer. Donc, en ce qui me concerne, je suis spécialisée sur tout ce qui est transmission du patrimoine, tant en France qu'à l'international. Et puis, Clément est également spécialisé sur ce domaine, et puis un petit peu plus sur le volet immobilier. Voilà pour la présentation du groupe et de l'étude lyonnaise. Très bien, merci Alexandra. Nos internautes commencent à poser des questions, c'est très bien, on va pouvoir y répondre. J'espère que Clément va pouvoir nous retrouver. Il était là juste au début, apparemment un petit souci. Oui, un petit souci internet. En tous les cas, de toute façon, Alexandra, vous êtes là, vous êtes notre experte. Je vais d'ailleurs vous poser une première question. C'est quand peut-on parler de succession internationale ? Alors, le terme succession internationale est vraiment très très large puisque finalement, à chaque fois qu'on va avoir
un élément, ce qu'on appelle un élément d'extranéité, c'est-à-dire un élément international, on sera dans le cadre d'une succession internationale. Ça peut être des Français, résidents français qui ont des biens à l'étranger. Ça peut être des expatriés français qui ont des biens dans plusieurs pays. Et ça peut même aussi être une succession internationale parce qu'on a un des héritiers qui se situe à l'international, qui se situe hors de France. Donc, on entre très rapidement dans une succession internationale, de plus en plus aujourd'hui, où on a beaucoup de mobilité internationale, donc des personnes qui voyagent et qui ont souvent un bien à l'étranger. Alors pourquoi c'est important d'anticiper finalement et de se préoccuper de cette question en amont et pas finalement au dernier moment quand on est mis devant le fait accompli? En fait, il faut vraiment s'y intéresser pour pouvoir organiser les choses. Vérifier si la situation dans laquelle on se retrouve, si on ne fait rien, nous convient, parce qu'on se rend compte souvent qu'on est soumis à des lois qui sont pas du tout celles qu'on pensait et qui nous conviennent pas forcément. Et parfois, on va avoir organisé des choses en pensant être soumis à une loi, et en fait, ça sera pas du tout le cas, et ça peut être catastrophique parce que ce qu'on a prévu sera pas applicable ou viendra en contradiction avec la loi du pays dans lequel on vit. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment connaître vraiment sa position, où est-ce qu'on en est à un instant T, et organiser les choses à partir de là. D'accord. Et en plus, j'imagine que la réglementation, elle peut être amenée à changer. Alors peut-être pas chaque matin, mais ça peut arriver. Je crois que il y a notamment les actes notariés à distance qui par visio qui ont été mis en place il y a pas très longtemps. Oui, c'est l'intérêt aussi de faire ce webinaire en ce moment, c'est que durant la période du confinement, le gouvernement français nous a autorisé, nous notaires, à signer des actes notariés à distance en visioconférence. Donc ça nous a beaucoup aidé, ça a beaucoup aidé nos clients expatriés puisque avant ils devaient se déplacer en France pour venir signer un contrat de mariage, une donation ou d'autres contrats. Et maintenant on peut le faire à distance, même avec plusieurs personnes dans différents pays, ça fonctionne. Et on espère en plus que ça va être pérennisé. C'est en cours d'études auprès de l'Assemblée nationale. Donc on espère que pendant encore 5 ans, on pourra continuer à signer des actes notariés à distance pour faciliter la vie des expatriés. Alors c'est vrai que pour nos Français de l'étranger, nos expatriés, et ils sont nombreux aujourd'hui, c'est un point important. On va suivre ça de près, on suivra ça de près avec vous. On va démarrer les premières questions des internautes. On a Françoise et Jean qui sont résidents en Espagne depuis plus de 10 ans. Ils sont en Andalousie, les chanceux. Alors, ils expliquent qu'ils ont un fils qui est en France, un en Éthiopie, un en Espagne, et ils disent que les droits de succession seront totalement différents pour chacun d'eux. Y a-t-il une solution pour remédier à cela? Alors, ils sont résidents où? Désolée, ça a été un peu… Oui, pardon, en Andalousie. Et ils ont des enfants qui sont à la fois en France, en Espagne et en Éthiopie. Et ils voudraient savoir s'il y a une sorte de régime unique. Alors, malheureusement, non, il n'y a pas de régime unique. On a nos règles en France d'imposition des successions et chaque pays a ses propres règles. Par rapport à votre situation, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que quand on est résident, non, vous êtes résident en Espagne, excusez-moi. Oui. La France va imposer dans plusieurs situations. Le premier cas, c'est le cas où la personne qui décède était résidente française. Dans ce cas-là, on a une imposition sur le patrimoine mondial de cette personne, peu importe où les biens sont situés. Le deuxième cas, la personne décédée n'était pas domiciliée en France, mais elle a des biens en France. Dans ce cas-là, tous les biens situés en France seront taxables en France. Et le troisième cas, c'est le cas de ce que je comprends dans lequel vous êtes, puisque vous êtes résident en Espagne, donc je ne sais pas si vous avez des biens en France ou pas, mais en tout cas, vous avez un fils qui est résident français. C'est le troisième cas dans lequel la France se considère comme en capacité, en droit de taxer une succession. Et en fait, elle va taxer sur tout ce que votre fils résident français va recueillir en France. Donc ça, c'est une première chose, c'est déterminer si la France se reconnaît le droit de taxer.
Après, il va falloir entrer en contact à chaque fois avec un notaire ou un juriste ou fiscaliste local pour vérifier si dans votre situation, les autres pays se reconnaissent aussi un droit de taxer. Par exemple, on a Clément qui revient vers nous. Bonne par nouvelle. exemple, là, je comprends que vous êtes résident en Espagne. Donc, de façon certaine, si jamais vous veniez à décéder en Espagne, l'Espagne se reconnaîtrait le droit de taxer également. Donc, déjà, vous voyez qu'en Espagne, vous aurez un droit de taxer. Et en France, en tout cas pour votre résident français, il y aurait aussi une taxation en France. Je ne connais pas la fiscalité de l'Éthiopie. Donc, je ne peux pas vous dire si l'Éthiopie, dans votre cas, taxerait votre fils sur le patrimoine qu'il reçoit parce qu'il reçoit des biens en Éthiopie. Ça, je n'en sais rien. Mais une fois qu'on a déterminé quel pays, en fonction de sa loi interne, s'accorde le droit de taxer, il faut ensuite aller vérifier s'il existe des conventions fiscales entre les pays pour annuler ou au moins amoindrir cette double imposition potentielle. Alors, je sais qu'il en existe une de façon certaine entre la France et l'Espagne. Donc, on évitera qu'il y ait une double fiscalité entre ces deux pays. Par contre, je ne sais absolument pas s'il existe une convention fiscale entre l'Espagne et l'Éthiopie. C'est le deuxième point à aller vérifier. Est-ce qu'il en existe une ? Et s'il en existe une, on va regarder ce qu'elle prévoit pour que vous puissiez vous organiser en fonction. S'il n'en existe pas, là, malheureusement, potentiellement, votre enfant qui est résident en Éthiopie se verra taxé 2 fois, une fois en Espagne et une fois en Éthiopie. Parfait, merci. Pour peu qu'il y ait des droits de succession en Éthiopie, certains pays n'imposent absolument pas les successions. D'accord, merci Alexandra. Du coup, j'accueille Clément. Désolé, il n'y a pas eu le temps de prendre la parole. Il y a eu une petite coupure, un petit souci technique. Enchanté Clément, bienvenue. Donc, on a commencé les questions avec les internautes. J'espère que vous nous entendez bien. J'avais une petite question. Aux questions des internautes, peut-être juste vous laisser vous présenter en 2 secondes et aussi peut-être nous rappeler ce que c'est la loi successorale. On a un petit... Est-ce qu'on entend? Ouais, on a vraiment un souci de connexion avec Clément puisque on va peut-être attendre que ça. Ouais, on vous entend pas bien Clément malheureusement. Bon, je vais repasser aux questions. Voilà. Mais malheureusement. Ouais, on a un vrai souci de connexion avec Clément. Je pense que ouais. Pour l'instant. Donc, on va continuer avec les questions, puis on reprendra un petit peu plus tard. Alexandra, on a une question de Françoise qui demande: peut-on avoir 2 testaments, chacun dans un pays différent? Sont-ils valables ou non? Alors, sur le principe, oui. Pourquoi? Parce que on va souvent, en tout cas hors Union européenne, quand on a une personne qui est résidente hors Union européenne, on va souvent avoir 2 lois successorales applicables. La loi successorale répond en même temps à la question c'est quoi? La loi successorale, ça vient répondre à la question qui reçoit quoi? C'est-à-dire, si par exemple vous avez un conjoint survivant et des enfants, qui va recevoir quel bien et à quelle proportion? Donc oui, il peut être intéressant d'établir 2 testaments dans 2 pays différents lorsqu'on a 2 lois successorables applicables. Je prends un exemple. Une résidente française qui a des biens, qui a un bien immobilier, je ne sais pas moi, en Angleterre, sa loi successorale qui lui sera applicable en France, c'est la loi française. Mais par contre, potentiellement pour l'Angleterre, c'est la loi anglaise. Donc, dans ce cas-là, oui, on va aller établir un testament en Angleterre pour le bien immobilier qui est situé en Angleterre et un testament français pour régir tous les biens qui sont situés en France. Donc, oui, c'est intéressant quand on a plusieurs lois applicables pour éviter en fait que les lois s'entrechoquent entre elles
et que les testaments, qu'un testament soit pas reconnu à l'étranger, en fait, tout simplement. D'accord. Jean-Christophe nous demande, une donation faite par un non-résident, lui aussi non-résident, est-elle taxable en France? Oui, si le bien est situé en France. D'accord. Et c'est la même chose pour un pays non européen? Ça, c'est Oui, Blandine si le qui bien est demande. situé en France. Comme je vous l'ai dit, là, c'est pareil pour les successions ou donations. À partir du moment où il y a des biens situés en France, peu importe où est situé le donateur ou le donataire, celui qui reçoit, le bien sera taxable en France. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas une convention fiscale entre les pays et que cette double taxation va être annulée. Mais le principe, c'est que la France a le droit de taxer. Oui. Très bien. Alors, une question de Pierre, là, qui concerne plus le régime matrimonial. Pierre est marié il vit en France depuis 20 ans et il est marié il s'est marié à une japonaise au Japon, mais le mariage a été transcrit sur sur l'état civil français, sans contrat de mariage, et il demande du coup quel régime matrimonial s'applique. Je note en même temps. Oui, Parce oui, que bien c'est sûr. pas... Non, c'est assez précis. Donc, chaque internaute, évidemment, amène un petit peu son cas particulier, mais ça vous permet aussi de donner un… Est-ce que ce monsieur pourrait nous dire à quelle date il s'est marié? Ben alors, Pierre, vous allez nous dire à quelle date vous êtes marié et on vous répondra un petit peu plus tard. On va faire… Parce qu'en fait, voilà, Allez-y. on a plusieurs règles qui sont applicables en France. La loi ne va pas forcément être la même si vous êtes marié avant 92, entre 92 et 2019 ou après 2019. Donc, c'est un peu compliqué de répondre à la question sans savoir cet élément clé. Juin 92, je vois. Juin 92. Alors, juin 92, on est dans le cadre d'un mariage donc au Japon. Et alors, bon, je suppose que immédiatement après le mariage, vous vous êtes installé au Japon, Pierre. Si c'est le cas, sauf élément important qui viendrait modifier ça, normalement, c'est le lieu du premier domicile commun après le mariage qui détermine la loi de votre régime matrimonial. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas fait de mariage, vous êtes aujourd'hui soumis au régime matrimonial légal au Japon. Je ne sais pas quel est le régime matrimonial légal au Japon. Je me demande si ce n'est pas le régime de communauté, mais j'en suis pas certaine. Voilà pour… Donc, dans un cas comme ça, c'est très intéressant. Là, votre régime n'a pas changé au fur et à mesure de votre déplacement. Mais si vous vous étiez marié après 92, le fait de revenir en France, ça aurait pu vous faire rechanger de régime. Donc, ce qui est important quand vous êtes marié sans contrat et que vous êtes expatrié dans un ou plusieurs pays, ce qu'il est important en fait de vérifier, c'est sous quelle loi vous êtes et donc quel est votre régime matrimonial et est-ce qu'il vous convient? Parce que la communauté, c'est un régime qui est très engageant et qui peut ne pas vous convenir. Donc, s'il ne vous convient pas, il faut ensuite faire ce qu'on appelle soit un contrat de mariage, soit une déclaration de loi applicable pour changer la loi applicable et le régime qui va s'appliquer, votre régime matrimonial qui va s'appliquer pendant votre mariage. Et il n'est jamais trop tard pour le faire, Alexandra, c'est ça? Jamais, on peut toujours changer. Alors, en fonction de plusieurs critères, on pourra changer pour l'avenir ou également pour le passé. Mais pour l'avenir, il est toujours possible de changer. D'accord, très bien. Alors, je vais vous poser une autre question d'un internaute. On a beaucoup de questions et c'est très bien. C'est Olivier qui est au Portugal. Alors, il dit, j'ai un statut de résident non habituel au Portugal. Alors, c'est Olivier, mais elle dit citoyenne française. Donc, quelle loi s'applique pour la succession dans le cadre d'un bien immobilier au Portugal? Donc, c'est un Français ou une Française plutôt, avec un statut de résident non habituel au Portugal et qui a un bien au Portugal et qui voudrait savoir quelle loi s'applique pour sa succession. Alors, la loi successorable applicable, donc la loi qui détermine qui reçoit quoi, différente de la loi fiscale encore une fois. En Europe, c'est la loi
de la résidence de la personne décédée, qui s'applique si vous n'avez pas fait de testament et que vous n'avez pas choisi une autre loi. Donc, ce que je comprends, c'est que si vous êtes résident au Portugal, alors avec un statut de résident non habituel, mais il va falloir en fait, en fonction de ce que ça signifie pour vous dans les faits, résident non habituel, je ne connais pas le régime exact au Portugal, mais si on peut considérer fiscalement que vous étiez résident au Portugal, dans ce cas-là, c'est la loi portugaise qui s'appliquera à votre succession. Mais vous êtes français, donc vous pourriez très bien faire un testament dans lequel vous choisiriez la loi française comme loi de votre succession. Hein, en France, c'est possible, ainsi que dans toute l'Europe. Vous pouvez choisir votre loi nationale si plusieurs raisons. Peut-être qu'elle vous convient plus, que vous la comprenez mieux, qu'elle atteint mieux vos objectifs. C'est possible de choisir la loi française, mais de ce que je comprends, vos héritiers seraient soumis à la loi successorale portugaise pour ce bien immobilier au Portugal. Ça signifie que, par exemple, si vous avez un conjoint et des enfants, la répartition entre les deux, ce que chacun recevra, se fera en application de la loi portugaise. Très bien. On a retrouvé Clément, donc j'espère que cette fois la connexion est plus stable. Quand on a fait le test juste avant, ça marchait très bien, donc j'espère que cette fois on va pouvoir vous entendre. Vous m'entendez bien? Alors, c'est pas encore extraordinaire, mais ça a l'air d'aller mieux. Du coup, je vous laisse la parole juste 2 secondes pour vous présenter et puis peut-être nous rappeler quand même pourquoi c'est important de se poser ces questions sur la loi de succession applicable, parce qu'il y a de gros enjeux. Oui, bonjour, désolé de ces problèmes. Donc, je suis notaire à l'étude Chevreul-Lyon. Alors, pourquoi anticiper toutes ces questions-là? Puisque justement, l'idée, c'est que vous puissiez anticiper et non subir. Et l'idée aussi, c'est que les outils que vous ayez pu mettre en place jusqu'à présent, vous puissiez les optimiser et qu'ils soient bien adaptés en fonction de votre situation. Par exemple, je vous parle de la donation entre époux qu'on connaît bien en France, mais que beaucoup de pays ne connaissent pas, un outil qui n'est pas du tout pas très adapté à l'international. Et donc, c'est pas parce que vous avez fait votre donation en France, votre donation entre époux, qui sera reconnue à l'international. Autre exemple aussi, vous pouvez avoir fait un trust aux États-Unis, un trust sur des biens immobiliers, par exemple, pour organiser donc le régime applicable à ces biens. Et ben, ce trust ne sera pas reconnu en France. Donc, encore un outil qui n'aura pas d'utilité et qui ne pourra pas être appliqué. Du coup, il faut toujours anticiper et se décider en fonction de votre situation, en fonction des éléments d'extradité et voir la situation et les lois qui vous sont applicables. Très bien, merci. On a une question de Jean-Pierre qui est au Chili. Alors, Jean-Pierre nous dit je réside au Chili. Il est résident fiscal en France et il souhaite faire un testament, mais il ne peut pas se rendre en France pour des raisons de santé. Donc, il dit comment faire? En gros, est-ce qu'on peut faire un testament à distance? Alors, là-dessus, oui, oui, on peut. En fait, le testament international est assez facilement reconnu. Hein. L'idée, c'est que les règles, justement, permettent à ce que le testament soit valable dans la plupart des pays. Donc, la forme du testament n'est pas forcément notariée. Vous n'avez pas besoin d'aller chez un notaire pour faire votre testament. Vous pouvez très bien faire votre testament de votre côté. Après, se posera la question de l'enregistrement du testament de manière à ce qu'il puisse être bien ouvert et que le règlement de la succession puisse en avoir connaissance. Mais bien évidemment, Jean-Pierre au Chili peut faire son testament, quitte à ensuite l'enregistrer, notamment en France, s'il a des effets applicables en France. Merci Clément. On a une question de Laurence qui est à Valence en Espagne et qui est dans un cas particulier puisqu'en fait, c'est avec son mari, ils ont des enfants d'un premier mariage chacun. Du coup, elle demande si un de nous deux décède, quel est le droit qui va s'appliquer et devons-nous faire une donation au dernier vivant pour nous protéger? Je sais pas, Alexandra, si vous voulez répondre. Alors, oui, je vais répondre. Donc, mariage. Alors, c'est un des points auxquels il faut faire attention à l'international. Le cas des familles recomposées. Pourquoi? Parce que
autant si les lois des différents pays donnent des droits aux conjoints survivants et aux enfants quand on est dans le cadre d'une famille non recomposée, autant dans le cadre d'une famille recomposée, les droits de chacun peuvent être très différents selon les pays. Donc, c'est vraiment une bonne question à se poser. Là, d'après ce que vous m'indiquez, vous résidez en Espagne. Donc, dans ce cas-là, l'Espagne étant dans l'Union européenne, c'est le règlement européen qui s'applique. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Europe, la loi successorale applicable à une succession, si vous n'avez pas fait le choix de votre nationalité, c'est la loi de la résidence au moment du décès. Donc, si vous habitez en Espagne aujourd'hui, la loi successorale qui définira les droits de chacun des enfants et du conjoint survivant, c'est la loi espagnole. Alors, à vérifier, est-ce que ça vous convient ? En fonction, dans ce cas-là, il faut se rapprocher d'un notaire espagnol pour voir si cela vous convient. Si elle ne vous convient pas, vous pouvez très bien vous rapprocher d'un notaire français, établir un testament dans lequel vous choisirez la loi française comme loi successorale. Et là, effectivement, vous pourrez faire peut-être pas une donation entre époux, mais un testament qui s'en rapproche très largement pour qu'il puisse être applicable en Espagne. Parce que c'est un des problèmes, comme disait Clément, de la donation entre époux, c'est qu'elle s'exporte très mal à l'international. Elle est même interdite et non reconnue dans certains pays. Donc, plutôt faire un testament, même si dans les faits, on peut arriver exactement à la même chose avec un testament. Merci Alexandra. On a donc une question de Christiane qui est en Italie et qui demande, elle s'est mariée en France sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquets et elle voudrait savoir si en Italie son contrat de mariage est valable, sachant qu'elle a 3 enfants qui vivent tous en Italie. Je ne sais pas Clément si vous pouvez nous répondre à cet internaute. Alors, Christiane étant mariée en Italie en 54, on applique donc les règles applicables avant 92 et la règle, ce sera le premier domicile après le mariage. Je ne sais pas si vous m'entendez bien avec ce que je vous vois. C'est bon. Okay. Et donc, du coup, la question est de savoir, Christiane, où était sa première résidence après mariage déjà. Si c'était en France et qu'elle est partie par la suite en Italie, donc dans ce cas-là, on considérera qu'elle est mariée sous un régime français et le régime pourra être reconnu. Je ne pense pas qu'elle précise cette information-là. Je crois qu'elle indique qu'elle a signé un régime contrat. Communauté. Ok. La question est de savoir si Christiane a signé un contrat ou pas. C'est réduit aux acquets, apparemment. Si elle a signé un contrat. Et elle s'est mariée en France. Oui, il y a eu un contrat. Dans ce cas-là, alors, on considérera que le contrat est un choix de loi et donc du coup, c'est bien les règles françaises qui seront appliquées. Quand on est… Donc, du coup, votre contrat de mariage français de communauté sera bien reconnu en Italie. Ce que je vois, c'est qu'en Italie, le régime légal est également la communauté. Donc, même si à la marge, il y a quelques petites règles différentes, votre contrat, il n'y a pas de problème, il sera bien reconnu en Italie. Merci beaucoup. Clément, est-ce que en tant qu'expatrié français, on peut choisir une autre loi applicable pour sa succession? Laquelle? Comment? Est-ce qu'on a une latitude? Alors, en fait, désormais, donc depuis 2015, on peut déjà choisir, et je pense qu'Alexandra a dû vous le dire quand j'avais des problèmes de réseau, mais on peut donc faire un choix de loi applicable à sa succession. On a plusieurs options. Alors déjà, on peut choisir la loi de sa résidence au décès, mais ça, c'est les choix d'office. S'il n'est rien prévu, ce sera la loi de la résidence habituelle au jour du décès. S'il est prévu, vous pourrez donc choisir cette loi-là, choisir une loi de votre nationalité également. Si vous avez une double nationalité, vous pourrez également choisir la loi de votre nationalité, en sachant qu'il faut que vous ayez cette nationalité-là, soit au moment du choix de loi, soit que la nationalité soit acquise avant le décès. D'accord. On rentre peut-être un peu dans le cas de la question de Dalila, qui est française, qui vit à Istanbul depuis 3 ans, qui souhaite léguer un appartement par testament à une ONG. Elle est elle-même pas mariée, elle n'a pas d'enfant, elle a en revanche un frère, une sœur et des neveux. Et elle voudrait faire ça de façon à ce que ce soit pas contestable et aussi connaître s'il y a des enjeux en termes de fiscalité.
Alors, je prends le relais sur la fiscalité, peut-être. Donc, Dalila est française et elle vit à Istanbul. Alors, on en vient à la question de savoir si Dalila, par exemple, elle faisait un testament dans lequel elle choisirait la loi française comme loi applicable à sa succession, pour être sûre que ses frères et sœurs n'aient pas le droit à quelque chose dans sa succession et qu'elle puisse faire ce qu'elle veut de son patrimoine, on va avoir le problème de savoir si ce choix de loi, il est reconnu à l'étranger. Ce choix de loi, il sera reconnu en Europe. Par contre, il sera beaucoup plus difficile de le faire reconnaître à l'étranger. Certains pays autorisent ce choix de loi successorale, mais beaucoup ne l'autorisent pas. Et quand ils ne l'autorisent pas, dans ce cas-là, il faut plutôt essayer d'organiser la succession en fonction de la loi du pays dans lequel on vit. Alors là, vous vivez à Istanbul. Il faudrait se rapprocher en fait d'un conseil du lieu de votre résidence pour vérifier à Istanbul quelle est la loi qui s'applique à la succession. Est-ce que c'est la loi nationale? Est-ce que c'est la loi de la résidence? Et en fonction de ça, vous pourrez voir s'il faut faire un testament français ou plutôt un testament là-bas, en fait. Mais là, j'avoue qu'il faut vraiment aller chercher le droit local pour vérifier ce qui s'applique là-bas. Merci pour toutes vos questions. Je vous rappelle que cette conférence également sera disponible en replay. Vous pourrez la réécouter. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont très techniques, évidemment. Nos experts sont là pour vous aider. Les questions, vraiment posez vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions en live, pendant le live, de toute façon, on les fera suivre à ces experts et ils pourront revenir avec des précisions parce que c'est vrai que là, et logiquement, vous posez vos cas particuliers. Alexandra. Oui, je voudrais revenir sur 2 points. Bien sûr. On ne connaît pas la loi dans tous les pays, mais on a nos livres qui peuvent vous aider. Donc, ce que je vois apparemment, c'est que à Istanbul, la loi qui s'applique à la succession, c'est la loi de la nationalité, d'ailleurs comme beaucoup de pays de droit musulman. Je ne veux pas faire de généralité, mais la plupart du temps, c'est la loi nationale qui va s'appliquer. Donc, si vous êtes française, logiquement, votre choix de loi française sera reconnu là-bas sans problème. Et dans ce cas-là, c'est plutôt d'un notaire français qu'il va falloir vous rapprocher pour organiser votre succession et établir votre testament. Donc, première chose, ça c'est Dalila. Et deuxième chose, je voulais aussi revenir sur le cas de Christiane qui nous avait dit qu'elle avait fait un contrat de mariage en France. Donc, ce que je vous disais, c'est que le contrat de mariage sera reconnu en Italie, pas de problème. La seule chose qui peut poser un souci, c'est si vous avez ce qu'on appelle des avantages matrimoniaux dans votre contrat. Par exemple, si vous avez prévu que tout le patrimoine ira aux survivants, c'est ce qu'on appelle communément la communauté avec attribution intégrale. Voilà, s'il y a des avantages matrimoniaux qui sont prévus dans le contrat, là, par contre, en dehors du socle du contrat de communauté, ça peut Clément, poser problème à l'étranger. Je me posais, dans le cadre d'une succession internationale sans testament, qui sont les bénéficiaires par défaut, du coup, en l'absence de testament? Ah, malheureusement, il fait… Ah, c'est bon, c'est revenu. Ça saute un peu la connexion. Alors, en France, la réponse dans le sens où les enfants, en cas d'enfant déjà, les enfants sont héritiers réservataires. Donc, du coup, c'est compliqué de les déshériter. Le conjoint qui est réservataire, dans ce cas-là, aussi la possibilité de léguer et de moduler avec nous la quotité disponible patrimoine qu'on peut léguer à qui on le souhaite. Malheureusement, ça coupe de nouveau un petit peu chez Clément. Je ne sais pas si Alexandra pouvait prendre le relais. Je vais peut-être reprendre. Oui. Il faut savoir, en fait, sur les grands enjeux, je dirais, de la loi à la succession. Oui, on t'a perdu. Je reprends. Donc, les enjeux
c'est important de les rappeler, les enjeux de la loi successorale. Ça va être, donc, comme on l'a dit, en fonction du pays, la quote-part reçue par chacun. Deuxièmement, qui vous aurez le droit d'avantager ou pas. Hein, vous savez, en France, c'est ce que disait Clément, on a la réserve héréditaire des enfants. Donc, il y a une quote-part qui leur est réservée et qu'on ne peut pas leur retirer. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Par exemple, dans les pays de droit anglo-saxon, souvent, on n'a pas cette réserve héréditaire. Et même dans certains pays européens, elle peut être moins importante qu'en France. Donc, selon vos objectifs, ça peut être intéressant de comparer les lois qui peuvent être applicables ou que vous pouvez choisir pour vérifier laquelle sera vraiment la plus intéressante. On a un autre cas qui est assez caricatural, celui du partenaire. On n'a pas de partenaire pacsé. Les droits en cas de décès d'un des partenaires, les droits du partenaire survivant peuvent être très, très différents selon les pays. En France, ça sera 0 s'il n'y a pas eu de testament. En Belgique, par exemple, on a un droit au maintien dans les lieux du survivant. Et aux Pays-Bas, il y a une assignation totale au conjoint marié. Donc, vous voyez, en fait, ce sont vraiment les enjeux, c'est-à-dire la répartition des droits entre les enfants et le conjoint. Et puis qui j'ai le droit d'avantager et dans quelle mesure. On a une question de Robert, alors, qui reprend une question de Charles que j'ai dû rater dans le déroulé. Donc, il dit en fait, il est français résident au UK. Il a fait un testament au Royaume-Uni dans lequel il désigne son épouse seule héritière. S'il n'y a pas d'objection des enfants, l'épouse peut-elle récupérer des biens français? Et que se passe-t-il si à l'inverse, il y a une objection de la part des enfants? Alors, je comprends que monsieur est résident au UK, qu'il a fait un testament envers son épouse au UK. Oui, c'est ça, et qu'il a donc des biens en France. Et il voulait savoir si, en fait… Est-ce qu'on sait qu'il s'agit de biens immobiliers ou mobiliers ou non? Pascal et Charles n'ont pas précisé. Peut-être vous pouvez nous donner les deux cas de figure. Votre testament, en fait, anglais, sera valable en Angleterre, mais ne sera pas valable sur les biens immobiliers situés en France. Pourquoi? D'ailleurs, même l'Angleterre. En fait, l'Angleterre considère que la loi successorale applicable, ce sera la loi anglaise pour tout ce qui est hors immobilier et la loi française pour ce qui est immobilier. Donc, ça veut dire qu'en France, sur les biens immobiliers, vous ne pouvez pas déshériter vos enfants. Alors, attention, par contre, s'il y a une bonne entente entre tous et que les enfants ne demandent pas leur réserve, pas de problème. Ils ne sont pas obligés de la demander. Par contre, si jamais ils la demandent, ils y ont droit sur les biens immobiliers situés en France. Ça, c'est certain. Et puis, si jamais vous avez peur que le jour de votre décès, ils la demandent, alors qu'aujourd'hui, ils vous disent qu'ils ne la demanderont pas, vous pouvez faire en France ce qu'on appelle une renonciation à l'action en réduction. C'est-à-dire que les enfants renoncent par avance à leur part de réserve en France. Ça, c'est possible. C'est un acte notarié qui est fait en France. Voilà, c'est possible, mais ça se prévoit. Donc, aujourd'hui, votre testament, il n'est pas valable sur les biens immobiliers qui sont situés en France, ça c'est sûr. Ou en tout cas, votre objectif n'est pas rempli pour le cas où vos enfants venaient demander leur réserve. Il s'agissait bien de votre décès. Charles. On a Christophe qui s'impatiente un petit peu parce qu'il a déjà posé sa question il y a 30 minutes, donc il remet ça, il a bien raison. Vous êtes très nombreux à poser des questions et tant mieux, c'est l'idée, c'est le but. On va essayer de répondre à tout le monde. Si on n'a pas le temps, ne vous inquiétez pas, on reviendra vers vous ultérieurement et Clément, Alexandra et Clément seront à votre disposition évidemment ultérieurement avec l'étude Lyon. Alors, je pose la question de Christophe. Il demande: un testament international rédigé en anglais est-il valable en France ou faut-il aussi faire un testament en français enregistré en France ou aussi dans chaque pays où on a des biens immobiliers ou mobiliers? C'est-à-dire qu'il faut un testament par pays. Alors, donc, je le rappelle encore une fois, en Angleterre, c'est la loi successorale d'Angleterre, si vous résidez en Angleterre, qui s'appliquera sur tous vos biens, sauf les biens immobiliers situés dans d'autres pays, où là, ça sera la loi du pays qui va s'appliquer. Donc, vous avez établi un testament en anglais,
en Angleterre. Sur le principe d'un testament en anglais qui devrait être appliqué en France, j'ai pas de problème sur le principe de traduire un testament en anglais en France. Mais tout dépend de ce que vous avez prévu dedans. Si à l'intérieur, vous avez prévu des choses qui sont en contradiction avec le droit français, là, je ne peux pas vous garantir que ça viendra s'appliquer en France. Au-delà du problème de la traduction, qui n'en est pas un. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous avez mis dedans. Il faudrait vous rapprocher d'un notaire français pour vérifier, ou d'un conseil en Angleterre qui connaît le droit français pour vérifier si en fait ce qui est prévu dans le testament anglais est bien compatible avec la loi française. Hein, par exemple, si vous avez déterminé que les biens immobiliers que vous avez en France seront transmis à une association pour la moitié de votre patrimoine alors que vous avez des enfants, bah là, on ne pourra pas l'appliquer. Donc, et la nature des biens a un impact sur la taxation? C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose pour une SCI, pour de l'immobilier, du mobilier? Oui, alors là, on part donc sur tout ce qui est loi fiscale. La loi fiscale qui va venir s'appliquer, elle sera souvent différente, effectivement, en fonction de la nature des biens, si c'est des immeubles ou non. Très souvent, quand même, les pays considèrent qu'ils ont le droit de taxer les immeubles qui sont sur leur territoire. En général, c'est ce qui se passe. Donc oui, en fonction de l'immobilier ou de mobilier, on ne sera pas taxé au même endroit. Même les conventions fiscales font la différence entre biens immobiliers et biens meubles. Après, c'est un des aspects potentiels de l'optimisation, c'est-à-dire transformer un patrimoine immobilier en patrimoine mobilier pour éviter les doubles taxations, en étudiant bien les conventions fiscales. D'accord. Sébastien nous demande, alors, les notaires de chaque pays de résidence peuvent-ils accéder aux informations sur les biens possédés par une personne décédée à l'étranger, à l'international, ou alors il faut fournir ces informations en amont? Non, c'est pas possible pour un notaire d'aller chercher tout seul les informations sur les biens détenus dans d'autres pays. On n'a pas encore de système, même en Europe, qui le permette. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est se rapprocher d'un conseil local dans chacun des pays où vous pensez que la personne décédée avait des biens. Et ce conseil local, ça sera soit un notaire, soit un avocat selon le pays, va aller rechercher auprès de fichiers qui seront internes à son pays, mais auxquels le notaire français n'aura pas accès. Il va aller rechercher et vous faire un rapport sur tous les biens potentiellement que la personne décédée avait dans ce pays. On a il y a une vraie recherche à faire. Une question d'Angélique qui est expatriée en Thaïlande avec son époux. Ils sont en Thaïlande depuis 11 ans, mais ils se sont mariés avant en France sous le régime de la communauté. Ils ont acheté un appartement sous leurs deux noms en Thaïlande. Ils sont résidents fiscaux aujourd'hui en Thaïlande. Et elle demande que se passerait-il en cas de décès d'un des deux, en termes de succession, bien entendu. Alors, est-ce qu'elle peut nous indiquer à quelle date elle s'est mariée? Ah, il y a 11 ans. Ah non, résidente thaïlandaise depuis 11 ans. Donc, je ne sais pas à quelle date elle s'est mariée et s'il y a eu un contrat de mariage ou pas. Je pense que c'est le régime universel en France. Oui, mais du coup, s'il y a eu un contrat, ça fige la loi applicable. S'il n'y a pas eu de contrat, elle a pu passer d'un régime à un autre, en fait. Il y a 26 ans, pas de contrat de mariage. OK. 26 ans, ça nous fait 1994. Et deuxième question, où est-ce que vous vous êtes installé tout de suite après le mariage? Dans quel pays? C'est bien, vous êtes en direct avec Angélique qui répond dans le chat. En France, d'accord, très bien.
Voilà. Donc, dans ce cas-là, pas de problème. Vous êtes bien soumis au régime de la communauté française. Bon, il y a quelques petites exceptions. Je ne pense pas qu'on soit dans l'une de ces exceptions. Ah si, on est dans l'une de ces exceptions. Je réfléchis en même temps. Quand on s'est marié entre 92 et 2019 et qu'on est resté plus de 10 ans dans un pays, on passe automatiquement au régime matrimonial de ce pays. C'est-à-dire que vous êtes française, vous êtes mariée en France, vous êtes installée en France, vous êtes soumis au régime de la communauté. Mais vous êtes resté plus de 10 ans en Thaïlande. Et vous êtes automatiquement passé, au bout de 10 ans, sans le savoir, sous le régime légal thaïlandais, que je ne connais pas. Désolée encore une fois. Donc ça, c'est la première chose à vérifier. Est-ce que vous êtes, quel est le régime légal en Thaïlande, puisque vous n'êtes plus soumis à la communauté française aujourd'hui, vous êtes sous le régime légal thaïlandais. À voir si c'est la communauté, à voir si c'est la séparation de biens et quelle incidence ça a. Ce que je vous conseille, c'est pour éviter tout problème de changement automatique comme ça de loi, c'est de faire ce qu'on appelle une déclaration de loi applicable. Vous allez déclarer la loi qui s'impose à votre régime matrimonial pour la figer. Donc ça, c'est le premier point à vérifier. Le deuxième, c'est en cas de décès. Alors, en cas de décès, tout dépend sous quel régime matrimonial vous êtes aujourd'hui, puisque normalement, si vous êtes sous la communauté, on a la moitié qui revient aux survivants et l'autre moitié qui tombe dans la succession. Et là, dans la succession, quelle loi successorale va s'appliquer? Alors, vous êtes aujourd'hui résidente thaïlandaise. Donc, si vous ne faites pas de testament pour choisir la loi française comme loi applicable à votre succession, c'est la loi thaïlandaise qui va venir s'appliquer à votre succession. Loi que je ne connais pas. Alors, encore une fois, il faudrait se rapprocher de quelqu'un pour voir. Alors, si vous voulez connaître la loi thaïlandaise, rapprochez-vous de quelqu'un pour la connaître. Si vous voulez opter pour la loi française, faites un testament en France pour choisir la loi française. Et puis ensuite, il faudra vérifier qu'elle s'applique bien, que cette loi s'applique bien en Thaïlande, Merci que beaucoup, ce choix de loi Alexandra, est bien reconnu là-bas. pour ces précisions. On a des questions qui viennent du monde entier, donc évidemment, on comprend bien que comme ça, en live, vous ne pouvez pas connaître toutes les lois de tous les pays du monde, mais je pense que vos conseils sont précieux. Et ce que j'entends, c'est qu'il est vraiment important de se rapprocher d'un expert et d'un professionnel comme vous. Je me demandais s'il y avait des risques dans les cas de succession, de double imposition. Et dans ce cas-là, comment les éviter? Alors, oui, il y a des risques de double imposition dans plusieurs cas. Comme on l'a dit tout à l'heure, le premier cas, ça va être un résident fiscal d'un autre pays qui a des biens. On a encore un autre risque si on a un héritier encore dans un autre pays et encore un autre risque d'autres impositions dans un autre pays si on a des biens qui sont situés dans des pays différents, des biens immobiliers. Je vous donne l'exemple d'un Américain qui est résident fiscal aux Pays-Bas et qui a un de ses héritiers qui est situé en France. Dans ce cas-là, comme l'Américain, les États-Unis considèrent qu'ils ont le droit de taxer les successions des Américains, peu importe où ils sont dans le monde, il y aura une taxation aux États-Unis. Il est résident aux Pays-Bas. Les Pays-Bas considèrent qu'ils ont le droit de taxer. Il y aura une taxation aux Pays-Bas. Et pour l'enfant qui est situé en France, il y aura une taxation en France. Après, on va aller vérifier s'il y a des conventions entre les pays pour annuler ces impositions. Vraiment, et vous voyez, là, on est même dans un risque de triple casse-tête, imposition. effectivement. Et puis surtout, c'est un gros enjeu parce que si vous êtes imposé 3 fois, c'est déjà une fois, c'est beaucoup. Donc, très bien. On a une question de Fred, pareil, qui l'avait déjà posée, mais je l'avais pas vu malheureusement. Vous êtes nombreux à poser des questions. Tant mieux, continuez. On a encore une grosse quinzaine de minutes. On va aborder les dernières questions. Donc, merci à tous d'interagir et de poser vos questions. Donc, Fred me demande, il dit « Nous résidons en France, mais nos enfants ont résidé à Singapour plus de 6 ans au cours des 10 dernières années. Seront-ils assujettis au droit successoral français ?»
Oui. Oui, puisque vous êtes résident français. La France, je rappelle, la France considère qu'elle a le droit de taxer dans 3 cas. Il y a des biens situés en France. Le défunt, celui qui est décédé, était résident français. Je comprends que c'est votre cas. Ou le 3e cas, on a un des héritiers qui est en France. Depuis plus de 6 ans, sur les 10 dernières années, ça doit être cette règle que vous visez. Donc oui, parce que même si vos enfants ont été plus de 6 ans à Singapour sur les 10 dernières années, donc ce critère n'est pas respecté, il y a le critère du défunt résident en France. Très bien. On a Christophe qui pose une question, donc, oui, il y aura une taxation un peu particulier, mais qui doit intéresser d'autres de nos internautes. Donc, il explique qu'en fait, lui est résident fiscal en France et il demande comment il doit déclarer dans sa déclaration de revenus français le produit d'un héritage hors UE. C'était un appartement à Monaco, d'autant que l'usufruit de l'appartement avait été donné à sa mère. Donc, en fait, comment est-ce qu'on peut déclarer, quand on est résident fiscal en France, à déclarer un héritage d'un bien situé hors UE? Alors, quand on est résident fiscal français, qu'on reçoit effectivement une succession, on va devoir payer des droits en France par principe sur ce qu'on reçoit. Comment on fait? C'est tout simple. On se rapproche soit d'un avocat français, soit d'un notaire qui va aller faire la déclaration de succession. Vous pouvez, sinon, si vous vous sentez capable, la faire tout seul. C'est un imprimé fiscal où vous déclarez à l'administration que vous avez reçu. Mais avant, ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est aller vérifier s'il n'y a pas de convention fiscale entre la France et le pays du décès, le pays, du coup, je suppose, où votre mère était résidente, pour vérifier si ce qui est payable en France ne pourrait pas être réduit de ce qui a été payé à l'étranger, ou au contraire, de ce qui a été payé à l'étranger, est-ce que ça ne peut pas être réduit de ce qui est payable en France? Ça, il faudrait vérifier. Et sur la question de l'usufruit avait été donné à votre mère. Alors là, je ne peux pas répondre sur la conséquence parce que je ne sais pas qui est-ce qui avait la nue propriété. Si c'est vous qui aviez la nue propriété de ce bien, vous n'avez rien à payer en France. Puisque quand on est nu propriétaire d'un bien, c'est l'intérêt de donner la nue propriété à ses enfants de son vivant. Quand on est nu propriétaire d'un bien, au décès de l'usufruitier, on devient plein propriétaire automatiquement sans payer d'impôts en France. Alors, une question de Clara. Malheureusement, on a toujours parce que dans d'autres pays, c'est pas le cas. Avec Clément. Oui, Clara, qui explique que sa maman est résidente canadienne. Elle a fait un testament au Canada, elle a des avoirs au Canada, à l'exception d'une maison en France. Sa fille, du coup, Clara, elle est résidente fiscale en France. Elle demande, y a-t-il un accord entre la France et le Canada qui exempte des taxes de succession sur la transmission du bien qui est en France? Et au-delà, peut-être, Alexandra, ce serait intéressant d'aborder justement ces histoires de convention fiscale entre pays. Et quand il n'y a pas de convention fiscale, que se passe-t-il? Ouais. Alors, oui, il me semble qu'entre la France et le Canada, il y a une convention fiscale qui permet d'éviter les doubles impositions. Donc, il y a plusieurs façons d'éviter les doubles impositions. Mais en général, je dis bien toutes les conventions ne sont pas comme ça, mais en général, dans un cas comme celui-ci, on va considérer que c'est le Canada qui a le droit de taxer, que la France a le droit de taxer, mais que soit les droits de succession qui sont payés au Canada vont être réduits des droits de succession payés en France, soit que les droits de succession payés en France sur le bien, la maison qui est en France, vont être réduits des droits qui ont été payés au Canada sur ce même bien. Avec juste une petite note d'attention sur ce régime des droits de succession au Canada. De mémoire, il n'y a pas de droit de succession au Canada. Ce n'est pas des droits de succession, c'est un impôt de plus-value. Donc, vérifiez si la convention s'applique bien parce qu'on n'est pas sur le même type d'impôt, mais de mémoire,
on a bien une convention qui permet d'annuler les doubles impositions. Donc, plus largement, je réponds à la question des doubles impositions et des conventions. Soit on n'a pas de convention fiscale, et dans ce cas-là, on a un vrai risque de double imposition qui peut être réduit parce qu'en France, on a une disposition du Code général des impôts qui indique que si on est taxé en France, mais qu'on a été taxé aussi à l'étranger, sur un bien situé à l'étranger, pas sur un bien situé en France, sur un bien situé à l'étranger, ce qu'on paye en France, on pourra venir le réduire de ce qu'on a payé à l'étranger. Donc, ça réduit un petit peu le risque d'imposition, mais ça vaut que pour les biens qui sont situés à l'étranger, pas pour les biens qui sont situés en France. Donc, ça, c'est quand il n'y a pas de convention fiscale. Quand il y a une convention fiscale, on va regarder la convention fiscale pour voir ce qu'elle prévoit. En général, elle répartit le droit d'imposer entre les pays ou alors, elle permet à un pays de tout taxer, comme je vous l'ai dit, et on viendra réduire certains. Très bien. Une question concernant de ce qui a été payé les testaments, en fait. Donc, Hugues nous demande, en fait, est-ce que l'enregistrement d'un testament est obligatoire pour que sa validité soit retenue ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas obligatoire. Les testaments sont assez facilement reconnaissables dans le monde entier parce qu'il y a tellement de critères de reconnaissance qui peuvent être appliqués qu'en général, ils sont assez facilement reconnus à partir du moment où vous avez daté, écrit de votre main et signé le testament. Normalement, il n'y a pas de souci. Il vaut mieux l'écrire de sa main. Après, l'enregistrement, non, il n'est pas obligatoire. C'est juste qu'il va permettre que le plus de personnes possible aient connaissance de ce testament. Par exemple, si vous faites un testament, mais que vous le laissez au fond d'un tiroir ou dans un livre, ou je ne sais pas, et qu'il n'est jamais retrouvé, forcément, il y a une chance qu'il ne soit pas appliqué. Alors que si vous l'enregistrez, alors ce n'est pas vous qui allez l'enregistrer, par exemple en France, c'est le notaire qui enregistre le testament au fichier central national des testaments pour que ce testament soit retrouvé, peu importe quel est le notaire qui s'occupera de la succession. Et on a également un fichier au niveau européen. Alors, tous les pays n'ont pas souscrit à ce fichier, mais on a quand même pas mal de pays en Europe. Donc, si jamais on a un doute dans le cadre d'une succession, par exemple, nous, notaires français, on peut aller interroger le fichier européen pour voir s'il n'y a pas un testament qui a été déposé dans un autre pays européen. Mais par contre, ça n'empêche pas que le testament sera valable, même s'il n'a pas été enregistré. On a le droit de favoriser ou d'exclure. Est-ce qu'on est totalement libre? Alors là, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, ça dépend vraiment des pays. On a des pays dans lesquels on aura les enfants qui ont de la succession qui leur est réservée. Par exemple, la France. On a aussi l'Allemagne, le Portugal, l'Italie, les Pays-Bas, la Suisse. Voilà, ça, ce sont des pays dans lesquels les enfants ont une quote-part réservée. Vous ne pourrez pas les déshériter en totalité. Par contre, vous avez toujours une quote-part de la succession qu'on appelle en France quotité disponible, qui en France est plus ou moins grande selon le nombre d'enfants que vous avez. Cette quotité disponible, c'est la partie de votre patrimoine que vous pouvez léguer à qui vous voulez. Donc, on a des pays, notamment les pays anglo-saxons, dans lesquels cette notion de réserve héréditaire pour les enfants et quotité disponible. Dans ces pays, vous pouvez léguer votre patrimoine à qui vous voulez. Et puis, on a également des différences entre les pays sur la possibilité ou non, pas de déshériter les enfants cette fois, mais le conjoint survivant. Par exemple, en France, on a le droit de déshériter complètement son conjoint. Ce n'est pas le cas dans certains pays. Donc, vous voyez les différences qu'il peut y avoir entre les pays sur la répartition entre chacun, et de faire un testament dans le cadre d'une succession internationale. Déshériter. Voilà. Oui,
tout à fait. Il va falloir faire un testament, soit parce que vous vous rendez compte, comme on a dit, que la loi qui s'applique à votre succession, elle ne vous convient pas. Hein, je le redis encore, le principe, c'est que la loi qui s'applique à la succession, c'est la loi du pays de votre résidence. En tout cas pour la France. La France considère que c'est votre pays de résidence. Peut-être que vous n'avez pas du tout envie que soit cette loi successorale qui s'applique. Dans un cas, vous faites un testament pour choisir une autre loi, par exemple la loi de votre nationalité. Vous pouvez aussi faire un testament. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous êtes binational. Vous êtes binational français et belge. Et puis, vous avez un enfant qui est handicapé. Vous souhaiteriez favoriser cet enfant handicapé le plus possible. Eh bien, vous allez pouvoir comparer. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que la loi française permet de le faire plus que la loi belge? Eh bien non, c'est la loi belge. Donc, dans ce cas-là, vous allez faire un testament, choisir la loi belge et avantager votre enfant handicapé. Ou alors, vous êtes binational américain-français, vous allez peut-être choisir la loi américaine comme loi applicable à votre succession dans un testament parce que vous voulez déshériter vos enfants. Voilà, ça va être des enjeux comme ça qui vont faire qu'il y aura vraiment un intérêt à faire un testament. Merci Alexandre. On va aborder les 10 dernières minutes, dernier quart d'heure maximum de ce webinaire. On a déjà répondu, Alexandra a déjà répondu à de nombreuses questions. On va aborder les dernières questions. N'hésitez pas à essayer de poser vos questions. On n'aura peut-être pas le temps, comme je le disais, de répondre à tous. Ce webinaire sera, je l'avais déjà dit, disponible en replay. Nos experts vous répondront par ailleurs. Vous pourrez le contacter, bien entendu, à l'étude Chevreux à Lyon pour répondre à tous vos cas particuliers. Je pense qu'on voit, il y a des situations très différentes, mais c'est intéressant parce que du coup, ça nous permet d'aborder plein de points. On a Isabelle qui vit en Allemagne en fait, avec mariée à un Allemand. Elle s'est mariée en Belgique, mais un Allemand. Elle a une résidence en France, une résidence en Allemagne, et en fait, elle dit comment faire une donation au dernier vivant. Oui. Alors, je m'avance, mais je crois. Est-ce qu'Isabelle est française? Je suppose. Oui, c'est ça, absolument. Alors. Oui. Et donc, elle est résidente en Allemagne. Elle dit, il n'existe pas de donation au dernier vivant en Allemagne. Donc, du coup, est-ce qu'elle pourrait choisir la France, sachant qu'elle s'est mariée en Belgique? Alors, tout dépend ce que vous appelez par donation entre époux. Quel est votre objectif? La donation au dernier vivant, ça ne veut pas forcément dire je lègue tout au survivant. Ça lui laisse plusieurs options. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est clair que ces options-là, elles sont reconnues en droit français, elles ne seront peut-être pas reconnues en droit allemand. Donc, si vous voulez faire une donation entre époux à la française, oui, vous pouvez le faire, mais il faut d'abord faire un testament où vous choisissez la loi française comme loi applicable à votre succession, puisque je comprends que vous êtes de nationalité française, donc vous pouvez le faire. Et là, vous pourrez choisir la donation entre époux pour qu'elle s'applique à votre succession. Mais attention, vous pouvez le faire, mais si tous vos intérêts patrimoniaux sont en Allemagne, il faudra se rapprocher d'un conseil allemand pour vérifier comment cette donation entre époux, elle va être reçue en Allemagne. Parce que si vous la faites et qu'elle est valable, mais qu'elle ne peut pas s'appliquer dans les faits en Allemagne pour diverses raisons, ça n'aura servi à rien. Donc, c'est possible de choisir la loi française, c'est possible de faire une donation entre époux qui sera en conformité avec la loi successorale puisque vous aurez choisi la loi française. Par contre, il faut aller vérifier que ça ne rentre pas en contradiction avec des règles d'ordre public, on va dire, allemandes. Le seul petit point que je pourrais voir qui ferait que ça poserait problème, c'est si la France ne reconnaît pas, par exemple, le démembrement de propriété, usufruit nue propriété. Dans ce cas-là, ça va être compliqué Anne, de l'appliquer. qui habite en Angleterre, mais sinon, il n'y a pas de raison que ce soit pas comment organiser ma succession vers des héritiers qui sont en France et d'autres héritiers qui sont en Angleterre? Et est-ce que le Brexit, est-ce qu'on a déjà des informations, est-ce que le Brexit va modifier un peu le scénario?
Alors, le Brexit ne va rien modifier du tout. Parce que de toute façon, au Royaume-Uni, le Royaume-Uni n'avait opté pour aucune des conventions fiscales européennes qu'on a ratifiées nous. Donc, ça ne changera rien. Le Brexit ne changera rien. Par contre, ce qui est certain, c'est que comme vous avez des héritiers en France et en Angleterre, il faut aller vérifier la convention fiscale France-Royaume-Uni pour vérifier qu'il n'y aura pas de double imposition sur les biens. Et puis pour faire en fait finalement une petite simulation dans le sens où si vos enfants qui sont en Angleterre comptent y rester, ce qu'il faudrait faire, c'est vérifier un petit peu la convention à qui elle octroie le droit de taxer. Mais si vous êtes résidente française et que tous vos biens sont en France, pour moi, vos héritiers situés en Angleterre, ils ne seront pas taxés. Donc pour moi, en application de la Convention, tout est taxable. On va aborder la fin de ce webinaire dans quelques minutes. Alexandra, peut-être quels sont les conseils qu'on pourrait donner conseils d'ordre plus général, parce que là on a abordé beaucoup de cas particuliers bien entendu, à des gens qui par exemple souhaiteraient s'expatrier ou viennent de s'expatrier, sont expatriés ou ne sont pas préoccupés de ces questions-là, pour mieux anticiper en fait leur succession internationale. Quels sont vraiment les points clés qu'il faut absolument suivre, vérifier et que faire finalement pour s'assurer que ça suive ses volontés. Alors, ce qu'il faut vraiment vérifier avant de partir ou après être parti, il n'est jamais trop tard, c'est 2 points. Un, on en a parlé très rapidement parce que ce n'était pas le thème du webinaire d'aujourd'hui, c'est votre régime matrimonial. Sous quel régime matrimonial vous êtes actuellement et est-ce qu'il n'a pas changé automatiquement du fait de votre expatriation ou de vos expatriations? Si c'est le cas, il faut vérifier donc s'il vous convient et s'il ne vous convient pas, il faut le figer en faisant soit un contrat de mariage, soit une déclaration de loi applicable. Le deuxième point, c'est la loi donc de la succession. Qui reçoit quoi? Il faut vérifier quelle loi s'applique par rapport au pays où vous êtes expatrié. Et là encore, voir si la loi vous convient ou pas. Et si vous voulez la loi française, il faudra de toute façon passer par un testament. Et la troisième chose, c'est la fiscalité. Malheureusement, la fiscalité, on ne peut pas choisir la loi fiscale qui s'applique à notre succession. Elle s'impose à nous. Donc, dans ce cas-là, il faut toujours vérifier également par rapport à votre pays de résidence si ce pays taxe. Et s'il taxe, allez voir la convention fiscale pour voir comment vous pouvez améliorer les choses, quelle anticipation vous pouvez avoir. Ça peut passer par des donations, ça peut passer par des assurances vie, ça peut passer par plein de choses en fait. On a des moyens d'anticiper et d'améliorer la fiscalité applicable, mais pour ça, il faut d'abord vérifier dans quelle situation vous faites. Très bien, parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Malheureusement, on a eu ces problèmes de connexion avec Clément, mais Alexandra, vous avez répondu parfaitement à toutes les questions de nos internautes, ou la plupart des questions, parce que vous avez été très nombreux aujourd'hui à intervenir sur ce webinaire et on vous en remercie. Une fois de plus, on n'aura peut-être pas pu répondre à tout, mais les questions seront disponibles pour nos experts de l'étude Chevreux et ils pourront vous répondre ultérieurement. Ils sont évidemment à votre disposition. Vous pouvez les contacter via leur site web, leurs réseaux sociaux, leur email. Et je pense qu'effectivement, il y a toujours des cas de figure et c'est important de se renseigner, bien se renseigner. Une fois de plus, ce webinaire sera disponible en visio dans quelques minutes, en replay. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir et à le regarder si vous avez besoin. Je vais peut-être vous laisser quelques mots de conclusion, Alexandra, et puis je reprendrai la parole pour dire au revoir à nos internautes. Écoutez, c'était un plaisir de faire ce webinaire avec vous. J'espère qu'on a pu répondre au maximum de questions possibles.
Et puis, comme disait Hervé, n'hésitez pas surtout à nous envoyer un mail. On essaiera de vous répondre ou de vous appeler pour faire un petit Parfait. point Merci encore à rapide. tous Voilà. d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire, d'avoir posé toutes ces questions très pertinentes. Rendez-vous très bientôt sur lepetitjournal.com, dès demain pour l'article qui fera le compte-rendu et pour la vidéo. N'hésitez pas à la faire connaître et puis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Bonne journée pour ceux pour qui c'est le matin et bonne soirée pour les autres. À bientôt. Merci Alexandra. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.